C'est une bonne situation, bourreau. Bon, Obélix, nous partons en mission dans un pays qui s'appelle la Grande-Bretagne. Ah, chouette. Oui, mais attention, parce que là-bas, ils parlent une autre langue que nous, ça s'appelle l'anglais. Ah. Alors, par exemple, pour dire je voudrais un sanglier rôti, s'il vous plaît. Eh bien, en anglais, on dit je voudrais un sanglier rôti, s'il vous plaît. Le hasard fait parfois bien les choses. J'ai dû regarder ce film pour préparer la vidéo d'aujourd'hui, et le film, je l'avais pas vu depuis 2012, et sa sortie en salle. Et le soir même, après l'avoir vu, hier, est passé à la télé Astérix, le domaine des dieux, de Alexandre le Grand Astier. Chargez! Eh ben, qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale! À l'unanimité! De quoi? Nous estimons que cet assaut est potentiellement dangereux! Évidemment qu'il est dangereux. C'est un assaut. On rase un village, quoi. Nous l'avons dit, répété, la guerre, oui, la pénibilité, non! Bon! Et regarder les deux films à la suite, c'est se rendre compte à quel point il y a un monde entre celui aux Jeux Olympiques et celui en Grande-Bretagne, et ce qu'on pouvait vraiment faire d'Astérix quand il y a du talent. Chargez! Vite, Obélix, fonce! Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le gros lardon? Il ferme un peu son caquet, là! Tu veux faire le show avec moi? Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin. Parce que le Astérix, le domaine des dieux, ça met à l'amende 10 fois, celui aux Jeux Olympiques plus celui en Grande-Bretagne, réunis. Bonjour à tous, comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va continuer nos rétrospectives sur les adaptations d'Astérix au cinéma. On avait fait Astérix et Obélix contre César, on avait fait Mission Cléopâtre, la dernière fois on a fait celui aux Jeux Olympiques, en tout cas on a essayé. Aujourd'hui c'est le tour d'Astérix au service secret de Sa Majesté. On est parti. Revenir brièvement sur les trois méthodes presque opposées des trois réalisateurs des trois premiers films afin de comprendre le changement de direction qui ont amené à nouveau à changer de braquet pour ce quatrième film. On va parler d'adaptation, de livres et de BD à l'écran, car Laurent Thiérard, notre nouveau réalisateur, était le spécialiste du genre à l'époque. Redresse. Arrête avec tes redresses, tu me fais perdre tous mes moyens! Ils se disputent souvent. Jamais. Avec l'adaptation, par exemple, du Petit Nicolas, on va l'évoquer. On va parler du tournage de ce quatrième film, de sa sortie, puis enfin de mon avis personnel sur ce film, creux au possible, vide, ou presque, car il y a quelques petits moments dans le film qui sont pas si désagréables, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il est moins pire que celui d'avant. Mais bon, le concours du pire, on va bien voir. On est parti pour Astérix et Obélix au service secret de Sa Majesté, et vous aurez compris à mon intonation que j'ai déjà un gros problème avec ce film. On y va. Astérix et Obélix contre César était une curiosité. Gros budget, acteur à la mode avec Christian Clavier à son sommet. En tout cas au sommet de sa popularité, parce qu'en termes de prestations dans ce film-là, on repassera. Tais-toi! Acteurs anciens et actuels se côtoyant dans une histoire quasi inédite avec une scène de cirque en fin de film très efficace. Une invasion de village stressante à suivre, la potion magique, la licorne à deux têtes qui nous proposait une transformation de nos personnages jamais vus. Alors certes les effets spéciaux étaient pas top, même pour l'époque. On avait plus un Jacouille bis qu'un Astérix, mais je garde un bon souvenir de cette tentative d'adaptation au cinéma par Claude Zidi. Mais succès européen oblige, Alain Chabat y a mis sa patte, y a mené son univers de Canal dans une production à nouveau XXL, mais bien plus aboutie, ne serait-ce qu'artistiquement, même si le co-auteur de la BD, Uderzo, n'était pas de cet avis sur le film, n'ayant pas apprécié qu'Astérix et Obélix soient mis en retrait dans leur propre histoire et que l'humour des nuls ne soit pas adapté à l'univers d'Astérix. Je l'ai un peu changé. Alors que si l'humour Canal c'est souvent un humour BD, c'est très visuel, quoi de mieux qu'un humour BD pour coller à une BD?
qui en plus amenait des anachronismes, ce qu'on a toujours eu dans Astérix. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Mais nouveau succès oblige, Astérix devient alors une saga à part entière, bien que je plaignais celui qui allait devoir passer derrière Alain Chabat, et surtout derrière Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre étant l'une, si ce n'est la BD la plus intéressante à transposer à l'écran, ne serait-ce que visuellement parlant. Et le résultat du suivant, on l'a vu la dernière fois, 78 millions de budget, 2 réalisateurs qui s'entendaient pas forcément, beaucoup d'argent qui sont allés aux acteurs pour leur payer leur salaire démesuré, leur ego, pour leur payer de l'alcool, de la drogue, des prostituées aussi, pour leur payer des hôtels de luxe et des avions en première classe. C'était un tournage de stars non géré, il y avait trop d'ambition pour un seul film sans avoir le talent pour encadrer ça. Et Astérix aux Jeux Olympiques, c'était l'une des BD les moins intéressantes de base. Donc déjà, le film se tirait une balle dans le pied. En formation! Tortue. Formation tortue! Par contre, c'est comme les taxis. T'as 2 bons taxis, tu en as un 3e qui s'est foiré, mais pourquoi pas redonner sa chance à un 4e qui aurait pu corriger les défauts du 3e. Il va pouvoir jouer à la pétanque. Il a pris. Emilia, répondez-moi tout de suite! Dans les 2 cas, c'est pas le cas. À l'origine, Thomas Langmann voulait continuer à exploiter Astérix au cinéma, avec un scénariste reconnu, et même 2, en la personne d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, auteur et réalisateur de petits bijoux, tels que Nos Jours Heureux, ou surtout Intouchables. Ouvrir les yeux. Non. Nein. On est d'accord pour dire qu'ici, je suis vos bras et vos jambes. Le film aurait été dirigé par un réalisateur ayant une vraie identité visuelle, Christophe Baratier, réalisateur décoriste ou encore de Faubourg 36, et juste avant de La Nouvelle Guerre des Boutons. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'a rien dit. Tiens, encore une nouvelle adaptation. Mais en 2010, Thomas Langmann perd les droits d'Astérix, et Uderzo ainsi qu'Anne Goscinny ont apprécié entre-temps l'adaptation du Petit Nicolas à l'écran par Laurent Tirard. Eh ben, ils ont du mérite, parce que qu'est-ce que c'était non pas nul, mais plat et gnangnan comparé au livre Le Petit Nicolas, qui est un livre pour petits et grands. Je me rappelle d'une histoire du Petit Nicolas en vacances, le livre, où Nicolas rentre chez lui de l'école et s'attend à ce que ses parents parlent des vacances comme tous les ans, où ils s'engueulent sur le lieu où il faut aller. Soit en Bretagne, comme veut la mère, soit dans le sud, comme veut le père, ou à la montagne. Nicolas, il préfère les vacances au chaud qu'en Bretagne, la mère, elle aussi, mais cette année, elle ne dit rien, elle se met en retrait et laisse son fils et son père discuter des vacances. Le père voulant une maison loin de la mer, loin des gens, alors que Nicolas veut un hôtel avec des copains, ce qui est normal. Et la mère, elle dit rien, elle dit que c'est papa qui doit décider, parce que c'est papa qui travaille, que c'est papa qui est fatigué, c'est papa qui a besoin de vacances. Et pendant ce temps-là, elle est en train de tricoter quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et au bout d'un moment, quand le petit Nicolas pète un câble, le père se résout à laisser parler ce que la mère avait projeté de faire, à savoir d'aller en Bretagne finalement. Et ce qu'elle était en train de tricoter, c'était un pull, parce que les nuits en Bretagne sont un peu fraîches. Donc depuis le début, parce que c'est madame qui tient les rênes, Madame savait déjà qu'ils allaient aller en Bretagne et comment ça allait finir parce qu'elle était déjà en train de préparer les vêtements, en faisant semblant de se retirer et de laisser faire son fils sur lequel elle comptait pour qu'il foute la merde. Bah ça c'est le double niveau de lecture pour les adultes que t'as dans le Petit Nicolas, que tu perçois pas forcément en tant qu'enfant, mais c'est le genre de choses que tu ne peux pas faire ressortir du livre à l'écran. J'ai dit on fait un par deux! Assis. Debout. Même si j'adore Cadmerade, même si j'adore Valérie Lemercier, c'est pas comme ça que j'imaginais les 2 parents. Il y a que le bouillon. Le bon vieux Dubon. Le bouillon qui était joué par François-Xavier de Maison et qui était exactement comme je l'imaginais. Et le directeur de l'école qui était joué par Duchossois qu'on va retrouver, tiens, dans l'Astérix version Tirard. Le monde est petit. Et donc, autant vous dire que je n'ai pas aimé le Petit Nicolas ni sa suite, car c'est trop lisse, c'est trop creux, c'est presque trop fidèle à la version la moins intéressante des livres, vraiment fait que pour les enfants au détriment des parents. Et Astérix, les films, mis à part Mission Cléopâtre, qui y va à fond afin de moderniser la BD et de ne pas sentir qu'on reprend la BD telle qu'elle existait déjà, parce que à quoi bon? Astérix au service secret de Sa Majesté va avoir à cœur de revenir à la BD et au personnage et de le remettre au centre de l'histoire. Du coup, pour moi, c'est faire un demi-film. Prenons un exemple. La BD d'Astérix en Grande-Bretagne. À l'époque, même dans les animés, Astérix était doublé par Roger Carrel et Obélix par Pierre Tornade. Et puis il fait pas le druide. Ah! L'écran, monsieur Tabor, bien? Je suis pas gros. Bien! Un peu maladroite, un petit peu bourru. Et Astérix, Roger Carrel, avec une voix maligne, un peu espiègle, mais c'était leur voix. On a grandi avec ces voix-là et je n'en conçois pas d'autres. Ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai plus de problème. Roger Carrel, c'est la voix mythique d'Astérix. Et au moment de la BD où Joli Thorax se présente à eux en leur disant « Secons-nous la main »,
Obélix va secouer sa main et va provoquer la peur d'Astérix, parce que Astérix va voir qu'Obélix est en train de trimballer un inconnu, et il va vraiment crier « Obélix !» parce qu'il a peur, il est tout rouge, il a peur qu'Obélix ait foutu 250 fractures à leur nouvel invité ou qu'il reparte avec une commotion cérébrale. C'est logique, parce qu'Obélix, il y va trop fort. Et dans le film, on va le voir plus tard, mais on a cette version-là. Obélix! Pas Obélix, enfin. Mais quoi, c'est lui qui m'a demandé de le secouer. C'est un breton, il parle pas tout à fait comme nous. Complètement aseptisé, et où du coup tu as le très calme et très posé Edouard Baird, qui en fait une version low cost. Ça va? Oh, splendide! Quelle force! C'est la magique potion, je présume? Obélix est tombé dedans quand il était petit. Pareil dans la scène du rugby, t'as une image où t'as un mec qui enfonce un autre mec en lui sautant dessus sur la pelouse, et là ils vont se sentir obligés de le refaire plan par plan sans rien ajouter de nouveau, avec juste le côté mal fait parce que c'est un film. L'autre acteur pouvait vraiment sauter sur son dos sans risque de le blesser en fait. Pénalité pour injustifiée brutalité. Mais il fait semblant. Bref, c'est pas parce que c'est une BD que tu ne dois pas avoir au cinéma une certaine réalité et une certaine dureté à l'écran. Parce que mis à part quand Obélix intervient parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, quand Obélix n'est pas là ou quand il n'y a plus de potions, à chaque fois ça devient dangereux pour nos Gaulois. Ce qu'il vient de boire le petit là, c'est quand même pas du jus de fraise? Mais vous laissez pas avoir. À tous les coups c'est du flan. Et on a peur pour eux. C'est le cas dans le premier film, avec le cirque, avec le village assiégé, avec le pot de potions qui reste. C'est le cas dans le deuxième film, avec le palais assiégé aussi. Quand je baisse le bras, t'envoies. Ah ouais, fastoche. Avec Astérix qui tombe en panne sèche dans le désert parce qu'il avait perdu sa gourde. C'est le cas surtout dans le domaine des dieux, où Astérix n'a plus de potion et est seul dans un village déserté et doit faire comprendre aux Romains qu'il a toujours la potion. À faire semblant d'avoir des spasmes, à faire semblant de pouvoir rivaliser, alors que non, il est ultra vulnérable et ça amène une tension énorme. Ah! Mais fais quelque chose, toi! Un Astérix, ça se doit à un moment donné d'amener cette tension dramatique. On l'a dans les deux premiers, on l'a dans les deux versions d'Astier. Pas dans les Jeux Olympiques et encore moins dans celui-là. Ce qui fait qu'on ne ressent jamais le climax, on sent jamais qu'on arrive à la fin du film, et ça j'en repars dans la partie critique. Prenons encore un instant pour analyser le casting d'Astérix le domaine des dieux, un casting purement vocal. Roger Carrel, le retour qui fait du bien. C'est absolument super de lui avoir demandé puis qu'il ait accepté de refaire la voix d'Astérix, et je trouve que c'est la même. Il est aussi jeune qu'Astérix, ou aussi intemporel, et puis ce sourire permanent dans la voix, quoi. C'est extra. Laurent Deutsch, Laurent Lafitte, Lionel Astier, le père, Alain Chabat, Elie Semoun qui est énormissime dans le rôle de ce Romain. Ça va pas être la même limonade, là. Je le fais rire et il me fait rire, donc j'ai rajouté plein de petites conneries, des petites expressions typiquement sémouniennes, hein, je dis ça sans prétention. Mais c'est des trucs qu'il aime bien, quoi. Il est client de ce que je fais et je suis client de ce qu'il fait, donc c'est le bonheur, quoi. Il est excellent, Elie Semoun, et il était déjà pas trop mal dans les Jeux Olympiques. Tu m'arrêtes si je dis une bilvesée. Mais il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. Géraldine Nakache, Laurence Foresti, Bernard Allan de Hibernatus, Christophe Bourseillet de Prof. C'est un énorme casting, mais un casting qui se met au service de personnages en les interprétant et non pas en jouant à se déguiser. Le fait d'avoir enregistré en français nous a permis que la voix soit à l'origine de tout ce qu'on a fait. Ce film-là a d'abord été enregistré ici, dans ce studio, comme une fiction radio. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé autour d'une paire de micros et on a envoyé. Et quand ça nous plaisait à l'oreille, quand rythmiquement et mélodiquement ça nous plaisait, ça devenait l'étalon sur lequel tout le film allait se fabriquer. Je pense que c'est assez rare et c'est la raison pour laquelle on a cette sensation de ne pas subir, entre guillemets, l'animation, mais plutôt d'avoir une liberté d'acteur complètement dingue. Et je pense d'ailleurs que ça se sent à l'écran. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Ça a beaucoup plus de sens. Et en plus, c'est moins cher parce que pour 32 millions d'euros, t'as ton film. Et croyez-moi, quand vous passez de la version en Grande-Bretagne avec un Jules César joué par Lucchini qui joue à César, qui tutoie tout le monde... Pourquoi est-ce que tu es toujours dans mes pattes?
Bah écoute, mon vieux Jules, c'est comme ça. Dans toutes les histoires, il y a un bon et un méchant. Qui n'a rien à voir avec le César d'Alain Delon, qui avait quand même une certaine prestance et un certain charisme, et que tu vois le César version Astier, sinistre, dans l'ombre, avec des plans machiavéliques et un rire machiavélique. Il y a un village à raser. C'est diabolique, ça. Non, maléfique. Eh ben, ça fait très mal de passer les deux à côté l'un de l'autre. Parce que je suis ton père. Mais non. Attends, tu y as cru, là? Ah si. Est-ce qu'on avait besoin d'ajouter le souffle de Vador dans cette scène-là pour nous faire comprendre avec un sous-titre qu'ils sont en train de parler de Star Wars? Pas besoin de te le mettre en sous-titre, on n'est pas con. Parce que je suis ton père. Mais non. Attends, tu y as cru, là? Ah si. Mais parlons pas tout de suite du film, voyons voir comment ils l'ont fait. Le film sera donc réalisé par Laurent Tirard, réalisateur du Petit Nicolas, puis plus tard de sa suite, et donc de cet Astérix, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Il est limité par un sujet, mais dans Prête-moi ta main, par exemple, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, j'ai adoré ce film, et c'est lui qui l'a fait. Le film sera tourné dans 3 pays différents. À Malte pour les scènes de pirates, même lieu de tournage au passage pour la même scène de pirates dans Astérix Mission Cléopâtre. On ira également en Hongrie pour tout ce qui est vie au village anglais ou donner vie à la reconstitution de Londres, et enfin en Irlande pour les extérieurs afin de profiter du cadre verdoyant naturel. 5 mois de tournage tout de même, et qui dit Hongrie et Irlande dit météo grise et pluvieuse. Ça va durer 1 heure! On vient de me dire! Oui! On a perdu un assistant caméra, c'est pas grave, on continue! C'est le 28e jour de tournage. On n'a toujours pas de nouvelles de l'équipe française détenue à Comaron. C'est humide, hein, c'est pour ça qu'elle tombe la moustache. Depardieu reprendra son rôle contre un cachet encore supérieur, 2 millions d'euros, mais attention, défense de le mouiller s'il y a des scènes de pluie. Il faudra faire semblant. Par exemple, il y a une séquence à Malte où il se met à pleuvoir. Sauf que Gérard voulait pas être mouillé. Ça c'est quoi? Fou là, arrête! Donc il a fallu se résoudre à projeter des mini-gouttelettes. Ah, ça va pas? Et en se disant, bon bah on verra bien, on rajoutera la pluie en effets spéciaux. No comment. Mais Clovis Cornillac doit être remplacé, bien qu'il ne soit pas directement responsable du problème du précédent film. Mais Laurent Deutsch et Franck Dubosc sont envisagés, bien que ce soit Édouard Baird, la première idée du réalisateur, sans doute afin de ramener une ambiance proche de ce qu'on avait vu dans le deuxième film. Édouard, c'est venu d'une volonté de montrer un Astérix différent, qui en fait commence à se poser des questions existentielles, quoi. Écoute, Obélix. Je crois que le moment est venu pour moi de rencontrer quelqu'un, voilà. Mais qui? Ça l'a amené vers quelque chose donc à la fois de plus complexe. Action! Vous vous engueulez 3-4 secondes et tu lui mets la balle. Action! Et aussi, parce que c'est ça qu'Édouard apporte dans un personnage, de plus inattendu. Je suis tellement touché par la confiance comme fait Laurent, parce que c'était pas évident d'aller me chercher pour faire Astérix, puisque je suis pas dans les 10 têtes d'affiche de cinéma qui va arranger les producteurs ou les distributeurs pour jouer ce rôle, donc ça me touche sa ténacité d'avoir appris qu'il avait écrit pour moi dès le début. Donc ça, je trouve que c'est une chose d'amitié qui me touche beaucoup. Fabrice Lucchini succède également à Alain Delon dans le rôle de César. Et encore une fois, c'est catastrophique. Et pourtant, j'aime beaucoup Lucchini, hein. Et c'est pas une question d'acteur, c'est même pas une question de direction, c'est une question d'écriture. Les redoutables Normands, ces guerriers invincibles, vont venir se battre à nos côtés pour nous permettre d'anéantir et d'écraser... Quoi? En fait, ça va pas être possible. C'est vrai que ce César très volubile, un peu autoritaire, qui lui aussi a des questions existentielles, c'est parfait pour Fabrice. Et d'ailleurs, il a adoré jouer ce personnage. Il y a une volonté de rendre César très accessible. Il tutoie Astérix, il se tutoie l'un d'autre. C'est pas normal. César, c'est du vous, c'est du respect. Bon voilà, c'est mort. Allez, on rentre à la maison. C'est pas totalement un méchant, c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux. C'est un problème d'écriture. Et Michel Duchossois, après avoir été le directeur d'école dans Le Petit Nicolas, reprend le rôle d'Abra Raccourcix dans sa dernière apparition à l'écran. Astérix, Obélix, je vous présente Johnny Thorax,
qui arrive de Bretagne. Il vient solliciter notre aide pour résister à l'envahisseur romain. Et il fait peine à voir, comme Panoramix dans le 3e, parce que l'acteur est mort peu après. Barbe Rouge fait aussi son retour sous les traits de Gérard Jugnot. Finalement, il aura eu son Astérix, mais ça fait un petit peu de peine à voir parce qu'il n'est là que dans 2 scènes qui sont décorrélées du reste du film, juste pour avoir le gag des pirates. Tout le monde à la manœuvre! Ici les bras! Là où dans le film avec Chabat, ils croisaient nos personnages, là ils sont même pas près d'Astérix et d'Obélix. Ils sont juste pas au bon endroit au bon moment, mais ça n'a aucun impact sur l'histoire. Oh non. Et Vincent Lacoste, qui était révélé dans Les Beaux Gosses, jouera le rôle de Goudurix, qui est pour moi le seul personnage qui se détache vraiment des autres, parce que c'est vraiment une projection de nous-mêmes, d'un jeune de l'époque, de notre époque. Non, je suis coiffé avec effet, pas coiffé. C'est beaucoup de travail avant d'arriver à ce résultat. Bon, allez. Au-delà d'être un simple transfert de la ville à la campagne pour en faire un homme, c'est aussi quelqu'un qui se retrouve à plusieurs époques en arrière et qui va devoir s'y adapter. La violence, c'est vraiment l'expression des faibles. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Ou qui voudra pas s'y adapter. En tout cas, tout ce qu'il dit, je trouve que ça fonctionne. 60 ans d'études avant d'entrer dans la vie active, merci bien. Vous savez ce que c'est un beau gosse en Bretagne? Un touriste. On retrouve également Valérie Lemercier qui avait déjà joué dans Le Petit Nicolas. T'exploites et toi tu te laisses faire. Très bien, je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh chouette! De Laurent Tirard, le réalisateur de cet Astérix et qui jouera le rôle d'une Anglaise. Mes compagnons sont... Gaulois. Il est facile de le deviner. À l'accent. Non, à l'odeur. Et elle a l'air de se faire profondément chier. Catherine Deneuve jouera également le rôle de la reine d'Angleterre, et elle a l'air de se faire profondément chier aussi. Et enfin, on aura Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie Française, qui jouera Joli Thorax. Et j'adore comment à chaque fois on se sent obligé de dire qu'un tel vient de la Comédie Française, qu'est-ce qu'on s'en fout. Quelle heureuse surprise. Je suis moi-même débordé par la joie, mais trêve d'effusion. Je suis en mission pour la reine. En tout cas, il est aussi gonflant que les autres parce que lui aussi parle beaucoup anglais, même s'il joue très bien l'anglais coincé et froid. C'est parce que nous autres Bretons sommes très à cheval sur les convenances. Un gentilhomme ne doit en aucun cas mettre sa fiancée dans l'embarras. Mais je vois des Français parler comme ça, j'y crois pas. Moi, ça me donne envie de leur foutre des claques. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu devais les faire parler français sans accent, mais on se serait dit, mais c'est des Anglais, pourquoi ils parlent français? Mais en même temps, pourquoi ils parlent français entre eux alors qu'il n'y a pas de français dans les parages? Bonté gracieuse. Le spectacle est surprenant. Pourquoi est-ce qu'ils parlent tous français là-bas? C'est peu crédible. Est-ce qu'il fallait prendre des acteurs anglais et les faire jouer en anglais avec des sous-titres? Je pense pas qu'il y avait de choix idéal. C'est juste énervant de les voir parler avec un accent aussi caricatural. Trop appuyé. Une entrevue seule à seule doit être rare et ne durer que quelques instants. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le casting fait beaucoup moins prétentieux, fait beaucoup moins XXL, ne serait-ce que les sportifs qui étaient en moins, mais ça donne aussi l'illusion d'un film avec moins de budget, un film un petit peu plus raisonnable, et j'imagine que son budget doit refléter, oulala, 61 millions d'euros. Pas du tout. À se demander franchement, 61 millions d'euros, où est passé le pognon? Peut-être dans les effets spéciaux? Visiblement pas, vu qu'on dirait une cinématique de PlayStation 1 de l'époque. Donc peut-être que c'est dans la 3D, car oui, n'oubliez pas que le film à la base était en 3D. Plonger le spectateur dans le monde d'Astérix. Ça fait toujours plaisir quand on catapulte un Romain qu'il arrive plutôt du côté de la salle. Mais c'est pas ça qui justifie le fait de tourner ce film en 3D. Ça ne servait à rien du tout, mais ça devait sans doute coûter plus cher. Même si globalement, le film est moins laid que le précédent parce que les effets spéciaux sont déjà un petit peu plus concrets, un petit peu plus réalistes. T'as beaucoup de projections de personnes qui ont vraiment été projetées avec des élastiques. 1, 2, 3, 4, 7. Et ça fait pas trop dégueulasse, même si au niveau des combats et des Romains qui sont projetés, ils sont pas embêtés parce que tu vois juste la projection des casques et de leurs armes, mais plus des corps qui sont projetés dans les airs. Donc t'as l'impression que c'est mieux fait, mais c'est parce qu'il n'y a rien à l'écran. Qui va traiter de gros? Bonté gracieuse. À se demander encore une fois où est passé l'argent. Clairement, le film est plus modeste. 15 millions de budget de moins, moins de salles pour la sortie, 300 de moins exactement en France, mais modestie également, et malheureusement pour eux, sur les résultats. Il n'est resté qu'une seule semaine en tête du box-office français de l'époque, très vite détrôné par James Bond et son Skyfall, et sera seulement le 9e film de l'année,
en termes de fréquentation en salle. Battu par Sur la piste du marsupilami, réalisé par un certain Chabat, avec un certain Jamel Debbouze. 3,6 millions d'entrées en salle, là où les 6 millions étaient nécessaires pour rentabiliser le film. À sa sortie le 17 octobre prochain, le film devrait atteindre le sommet du box-office. Non, je ne crois pas, non. Clairement, c'est un flop. Un flop qui annonçait clairement que le public en avait marre, que le public s'était désintéressé, qu'il n'y avait plus rien d'impressionnant à voir un Astérix en salle, que ça servait plus à rien de mettre des millions là-dedans parce qu'on s'en fout, que ce soit Clavier, Cornillac ou un autre. C'est qu'un acteur en costume, et on n'a pas besoin de ça, on n'est pas des gogoles. Donc, on était plus ou moins préservé d'un 5e potentiel film. Pourtant, ils l'auront fait. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi je suis d'accord, j'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, vous faites quoi là? Rien. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voyons voir le film et on finira là-dessus. Si je devais résumer ce film en 2 mots, je dirais chiant et plat. Pourtant, ça commence pas trop mal. Le plan sur la mer avec les bateaux qui sortent de la brume, ça fait son petit effet. Il y a beaucoup dans la mer. Ah, demi-tour. César qui parle des Anglais comme d'un peuple avec une couture particulière puisqu'ils arrêtent tout à 5 heures pour aller boire de l'eau chaude. Notamment une étrange coutume qui consiste à tout arrêter à 5 heures de l'après-midi. On sent qu'il peut y avoir un petit clash entre plusieurs cultures, la Gaule, les Romains et les Anglais. Mais pourquoi s'arrête-t-il ainsi, bon César? Pour boire de l'eau chaude. C'est là-dessus qu'il fallait se concentrer, il y avait besoin que de ça, ça pouvait tenir le film, parce qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Bonté gracieuse, ce spectacle est étonnant. Il est, n'est-il pas? Par contre, encore une fois, dès qu'on va parler des Anglais entre eux, même les 2 gardiens qui surveillent la côte, je l'ai déjà dit, donc je vais pas le répéter, mais que ça fait kitsch, que ça fait nul, que ça fait enfantin. Parce que, comme dans la BD, l'avantage de la BD encore une fois, c'est que comme tu lis des bulles, c'est toi qui imagines s'ils ont un accent ou non. Alors que là, tu es presque obligé de forcer le trait. Ne serait-il pas préférable de courir? Si, mais un gentilhomme ne court jamais. Et ça colle pas forcément avec ce qu'on avait imaginé en lisant l'histoire à l'époque. Et surtout d'utiliser des acteurs français qui parlent anglais. Non, pas ici. Catherine Deneuve et Valérie Lemercier, c'est pas n'importe qui, c'est 2 grandes actrices, parmi les meilleures. Et elles sont tellement bridées à devoir parler comme ça alors que ça fait pas naturel. C'est du gâchis de talent. Non plus. De talent inexploité. La moitié des gags sont mal timés, notamment celui du vase qu'on voit venir à 10 km. Parfait. À qui il manque clairement du rythme, il manque quelque chose. Par contre, dès qu'on a Astérix et Obélix à l'écran qui se chamaillent, ça fonctionne. On recommence? On commence quoi? Eh ben, lui donner des baffes. Je vois pas comment on peut faire un homme si on commence pas par lui donner des baffes. En une scène de début de film, tu as plus d'échanges entre Astérix et Obélix que dans celui aux Jeux Olympiques sur l'entièreté du film. Patience, pédagogie, accompagnement du jeune, bienveillante fermeté, voilà ce que nous préconisons. Tout ce qui est pédagogie autour de l'éducation du jeune, avec des baffes ou pas de baffes, ou alors non, pédagogie, fermeté, compréhension, la version Astérix contre Obélix, où Astérix va vite changer d'avis parce que ce gosse est ingérable. Bon, Goudurix maintenant, tu sors, ça fait 2 heures que t'es là-dedans. Tu veux que je refasse un peu de pédagogie? Et pas respectueux, ça fonctionne. Si tu pars là-dessus, sur le choc des jeunesses et sur le choc des cultures, tu as de quoi faire un bon Astérix. Ça veut dire devenir comme vous? 2 types qui vivent ensemble avec un petit chien? Je vais le tuer. Non, Astérix. Pas besoin de mettre autre chose ou mettre des Normands, par exemple, qui n'ont rien à foutre là, qui ne servent à rien. Et qui sont tellement mal introduits, avec la musique de téléfoot de l'époque. Je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire dans cette scène-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça dure une trentaine de secondes avec la musique de téléfoot de l'époque, encore une fois, mais quel était le but? Est-ce que c'était un effet comique de mettre la musique de téléfoot par-dessus? C'est comme quand ils vont s'envoler vers la fin du film de la falaise pensant que s'ils ont peur, ils vont voler.
On va les voir au ralenti très longtemps avec une musique qui est censée amener un décalage qui n'existe absolument pas à l'écran. Donc les Normands, non seulement ils sont mal introduits, ils n'ont pas d'utilité, mais en plus, ils ne sont jamais drôles, à part peut-être Danny Boone qui apprend à se civiliser assez vite. T'étais où? Oh, chez des gens fort convenables, dont l'hospitalité fut en tout point irréprochable. Et encore, c'est très léger, ça valait pas le coup de payer Danny Boone pour venir faire ça, n'importe qui l'aurait fait. Tout ce qui est départ en Grande-Bretagne avec le mec qui essaie de passer en Angleterre. Et ça veut dire quoi, contrôler les flux migratoires? Bah ça veut dire... Bon, écoute, les ordres sont les ordres, on les discute pas, ok? C'est une bonne référence à notre société actuelle, c'est ce que je veux voir dans un Astérix. Le contrôle des papiers d'identité avec le papier d'identité d'Obélix. C'est l'ancien modèle, ça? Ah bon? Qu'il a dessiné sur une feuille qui est pas aux normes. C'est des petites choses qui font sourire. C'est pas la folie, mais ça part bien. Bah oui, maintenant il faut le nouveau. En dur, gravé sur marbre, infalsifiable. Il y a eu trop de fraude avec celui-là. Sauf qu'on n'a jamais l'impression dans ce film de passer au-delà de l'intro. L'intro, on reconnaît qu'elle est pas trop mal, on se dit que c'est prometteur, et en fait on reste au même niveau introductif en termes d'humour, qui ne décolle jamais, et on avance sans aucune montée en pression. On part un peu dans tous les sens avec des scènes qui sont juste apposées les unes aux autres. Ça marche pas. Allô? Ça marche pas. On voit d'un seul coup Obélix et sa copine danser dans un jardin dans un clip musical, alors que juste avant, rien ne nous indiquait qu'ils allaient faire ça aussi vite. Ils ont mis la scène du rugby parce qu'ils se sont sentis obligés de le faire, parce qu'ils se sont dit que les fans de la BD attendraient cette scène-là, mais ils n'avaient pas du tout envie de le faire, ni des idées pour l'écrire. On savait par exemple qu'il y avait quelques passages obligés. Le match de rugby par exemple, au début, il prenait beaucoup de place dans le récit. J'avais peur qu'on soit trop long. Mais j'ai bien vu que dès que je parlais d'Astérix chez les Bretons à quelqu'un, il disait « Ah oui, c'est là où il y a le match de rugby ». Ça se ressent. Vers la deuxième moitié du film, tu as des juxtapositions de scènes qui n'ont pas vraiment de lien et qui ne t'emmènent pas vers un climax final. Je comprends rien aux femmes. Si on les cherche pas, on les trouve pas. Et si on les cherche trop, on les trouve pas non plus. Là où dans les deux premiers, tu comprends clairement qu'on arrive à un combat final qui est pas gagné d'avance, qui te tient en haleine, même si tu sais qu'à la fin, ça va se finir avec un banquet. Mais c'est pas parce que tu connais la fin que t'es pas censé être essoufflé de ton voyage. Le troisième et le quatrième film ont complètement oublié ça. Tu as perdu, Gaulois. Et Alexandre Astier va clairement remettre l'attention au cœur du récit. J'insiste là-dessus. Le Sénat nous a mandatés afin de faire un audit de tes dépenses. Un quoi? Même l'audit du budget de César nous fait penser à la dette. La dette, c'est un sujet d'aujourd'hui. La dette qui explose, ça fait 20 ans qu'on nous dit que la dette explose et qu'on n'y arrive pas et qu'on paye que des intérêts. J'ai regardé tes comptes, là, c'est pas clair. Ah bon? Eh ben, quand César Lucchini est remis en cause de faire des voyages personnels avec les sesterces des contribuables, eh ben, on peut penser à beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, j'en veux encore plus. Dépense de 20 000 sesterces pour un voyage Alexandrie-Londinium en galère privée. Les vannes entre les Français, les Gaulois et les Anglais sont bonnes, notamment sur la petite barque. Mais à force de vous dire les points positifs, vous allez avoir l'impression que le film, je l'aime bien. Non. Encore une fois, parce qu'on ne part jamais du tempo tranquillou de l'intro. Y a quoi dans le tonneau? Tu vois, Goudurix, le problème avec les Romains, c'est qu'ils font toujours du zèle. C'est de moi dont vous parlez? Et qu'à force, on s'emmerde parce qu'on est sur un rythme très plan-plan. Aucune prise de risque, pas de vagues, proche des personnages et de la BD, très peu d'écart, on est très peu déconcerté. Et j'ai besoin d'être déconcerté, d'être stressé dans un film, même si c'est une comédie et même si c'est une BD. Ta victoire est totale. Contemple tes prisonniers. La civilisation des sauvages moustachus est enfin éradiquée. C'est à l'image de Laurent Tirard et de son petit Nicolas. C'est tellement calme, c'est tellement convenu et c'est tellement fait pour être vu par les jeunes et pas les parents plus les jeunes. C'est tellement un dessin animé en film et non pas une adaptation qu'on n'y voit vraiment plus aucun intérêt et c'est pour ça que pas grand monde y allait. Et puis franchement, deux types qui vivent ensemble avec un petit chien, c'est pas le destin que je m'étais imaginé. T'as un problème avec Idéfix? J'aime l'histoire autour d'Astérix et d'Obélix, qui sont un peu en clash. Il est associé à Obélix, qui vivent ensemble avec un chien, qu'il a jamais vraiment une histoire d'amour, qu'il a envie de vivre sa vie. Le moment est venu pour moi de rencontrer quelqu'un. Qui? Mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est certainement pas en restant collé à toi que je vais y arriver. Je sais pas si Astérix serait comme ça. J'ai plus l'impression de voir Otis déguisé en un Astérix. Limite, c'est vraiment Otis qui se fait passer pour Astérix avec un déguisement. Alors il faudrait les chercher sans les chercher, en semblant de ne pas les chercher.
Parce que toutes les répliques d'Astérix ne font pas Astérix. Mais elles n'en sont pas moins intéressantes, surtout quand Astérix se met à draguer des nanas avec la même phrase d'introduction sur l'énergie qui se dégage de l'endroit. C'est fou l'énergie qu'il y a dans cette ville. Pardon? Non, je dis c'est fou, hein, l'énergie qu'il y a dans cette ville, ça bouge, enfin, on sent que tout est possible ici. Mais je ne vois pas Astérix dire ça. Mais ça veut pas dire que l'Astérix jaloux de voir Obélix séduire une femme ne fonctionne pas à l'écran. Mais qu'est-ce qu'il a? Il doit rencontrer quelqu'un, mais c'est pas qui. Alors forcément, ça l'énerve. Ça fonctionne. Le coup du tonneau et où le cacher, ça fonctionne 2 fois, avec la métaphore de l'arbre de la forêt. Réfléchissez un peu. Si vous voulez cacher un arbre, le meilleur endroit, c'est une forêt. Alors si vous voulez cacher un tonneau, le meilleur endroit, c'est une forêt. Que ce soit par Astérix ou par César, ça fonctionne. Alors, quand on veut cacher un tonneau, le meilleur endroit, c'est... une auberge! Toutes les vannes de Goudurix fonctionnent. Pourtant, vu le physique qu'elle a, elle devrait pas faire la difficile. Hein. Il y a des hommages à certaines œuvres, notamment à Orange Mécanique, avec la scène de la torture avec les yeux comme ça. Mais c'est pas parce que tu fais un hommage que c'est forcément drôle. Mais le rythme est trop plan-plan, il n'y a pas de prise de risque. Lucini en César me sort par les yeux parce qu'il tutoie Astérix et Astérix le tutoie. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et quand on connaît la fin du film, comme quoi ce qu'Astérix a mis dans la potion, c'est des feuilles de thé, c'était déjà la chute de la BD de départ, c'est comme la langue bleue des Jeux Olympiques, c'était la même histoire dans la BD. Donc en fait, l'espèce de petit chapitre final où en disant que les Anglais ont découvert le thé ou ce qui permet à Astérix de s'en sortir à la fin des JO, on sait déjà comment ça se termine si on connaît la BD. Majesté, c'est une plante très répandue dans mon pays. On appelle ça le thé. On dirait une bouteille de coca qui n'a plus de bulles mais que tu ouvres quand même. Ça fait un demi-pchit. Cet Astérix-là, c'est ça. Oh la vache, mais c'est nul! Et celui d'avant est tellement nul qu'on s'en contenterait presque, parce que parfois ça fonctionne. Et on pourrait croire que c'est suffisant, mais non, ça n'est pas intéressant. Ça sert à rien de continuer. Et ils ont continué. Et ils sont où? Ils sont où les Égyptiens? Et j'ai même envie de dire que si le film avait coûté moins cher, si c'était un film à 25-30 millions d'euros, j'aurais peut-être dit allez. Mais je vois tellement pas le budget affiché de ce film dans ce film, alors que même si aux Jeux Olympiques, t'avais la course de chars qui dure longtemps, qui a demandé des décors XXL, et tu comprends que ça a coûté cher. Ils avaient envie de le faire, ils se sont fait plaisir, la scène était réussie. Là, c'est comme si t'avais celui au JO, sauf que t'as même pas de final palpitant. Parce que le final palpitant, c'est Obélix qui décide de revenir voir son copain, et qui fout des baffes aux Romains à lui tout seul. Obélix? En fait, le problème, il était réglé qu'avec un personnage. C'est pas très palpitant à voir. À aucun moment, tu ne ressens que c'est une grosse production. D'abord, je tiens à te dire qu'en aucun cas, tu as le droit de décider à ma place ce qui est bon pour moi. Et c'est ça qui est gênant, c'est que tu y vas aussi pour encore une fois être au spectacle, et que c'est celui qui est le moins impressionnant de tous. Il y avait juste l'envie de ne pas aller trop loin, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire plus impressionnant, de juste adapter une BD de plus, un film de commande, un film où il faut remettre Astérix et Obélix, un film où il faut être plus fidèle, un film où il faut que les enfants aiment, un film qui se prive de tout ce qui faisait le sel des 2 premiers et surtout du deuxième qui était le meilleur. C'était pour plaire à la famille du Herzog et Goscinny, mais encore une fois, je suis désolé, ils ont des goûts de merde. Parce qu'ils veulent que ce soit fidèle, mais ça sert à rien de dépenser de l'argent pour être fidèle. Il faut dépenser de l'argent pour prendre des risques et proposer quelque chose que la BD ou que l'animé déjà fait ne proposait pas. Et là, ça se justifie. Mais le pire est peut-être encore à venir, il paraît. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de regarder ce 5e Astérix, version Guillaume Canet. On en parlera une prochaine fois. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, mettre un commentaire. Et s'il n'y a pas de commentaire qui vous vient, vous avez juste à dire... Par la force du dragon! Arrêtez de qu'est-ce qu'il faut! Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.